Dans cette vidéo, on va voir ensemble 10 dettes que tu dois absolument éviter. Dette numéro 1 à absolument éviter, c'est pour les funérailles. Les funérailles. Alors, j'entends quoi par dette pour les funérailles? Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais plus jeune, un de mes meilleurs amis, qui était le capitaine de notre équipe de foot à l'époque, c'était un musulman et il a perdu son papa au cours de l'année scolaire. Et lorsqu'il perd son papa, il faut savoir qu'en face de chez lui, son papa avait construit une maison qui était encore en construction et il avait pour but de mettre cette maison-là en location. Donc ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que dès que le papa est décédé, la famille a pris un prêt et ils ont mis en garantie la maison en question, c'est-à-dire l'immeuble que le monsieur est en train de construire pour organiser de très grandioses obsèques, non seulement à Douala, mais aussi à l'extrême nord, qui est son village natal. Donc, ils ont fait une fête extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Tuer des bœufs, acheter des vêtements pour tout le monde. Voilà, c'est-à-dire qu'il fallait entretenir, entre guillemets, l'image. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que 3 ans plus tard, je suis dans le salon avec mon ami et tout. Et il y a des personnes qui viennent pour réquisitionner. En fait, ils viennent avec des papiers pour montrer qu'ils sont en droit de réquisitionner la maison de leur père qui n'était pas encore finie parce que le père étant décédé, qui va bien terminer les travaux. Donc les personnes qui avaient prêté de l'argent à la famille pour organiser les obsèques, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est qu'ils sont venus totalement maintenant prendre le bien en question. Est-ce que vous voyez à quel point on peut être con? Je sais pas. Ça dit que quelqu'un travaille toute sa vie et vous, ce que vous trouvez de mieux à faire, c'est de venir prendre le fruit de son travail, le mobiliser, prendre de l'argent et le mettre en garantie pour organiser une grande fête. Une fête pour quelqu'un qui est déjà décédé. En fait, vous devez toujours comprendre une chose, c'est que ce type de fête, ce type de célébration doit toujours se faire sous fonds propres. On n'a pas besoin de prêts pour célébrer quelqu'un qui n'est plus. Parce que, posez-vous même la question, est-ce que la personne qui est sous terre actuellement, est-ce que mon père actuellement qui est sous terre là, est-ce qu'il aurait voulu que je mette en danger le fruit de son travail pour une fête un peu plus grandiose? Je pense que non. Donc arrêtez dès maintenant, je parle surtout aux familles africaines, de faire des prêts pour avoir une bonne image lors des obsèques de certaines personnes qui n'existent plus. Alors, dette numéro 2 à absolument éviter, c'est les dettes pour les relations. Je parle bien ici des relations de couple. Vous voyez, quand on est encore au début de la relation, on vient de se connaître, on vient de se rencontrer, on est encore dans un mood où on se plaît. Voilà, on a déjà un peu officialisé la chose, donc les amis savent, etc. Et pour bien illustrer ça, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue dans une de mes anciennes colocations. C'était à l'époque, je crois que c'était ma 2e année en France. J'intègre une colocation et il faut savoir que c'est un moment de ma vie où j'essayais de comprendre un peu comment l'argent fonctionne. Donc j'avais toujours pour question aux gens, quelle est ta pire erreur financière? Et dans cette nouvelle colocation que j'ai intégrée, il savait qu'on a organisé une sorte d'assise pour essayer de savoir qui est qui. Et donc j'ai posé la question. Donc pour certains, c'était j'ai prêté à un ami, il ne m'a pas remis. Pour d'autres, c'était j'ai aidé dans le projet d'un membre de ma famille et ça s'est mal passé, etc. Bref, c'est des personnes qui ont mobilisé quelques capitaux assez importants et qui ont perdu du fait de la confiance. Et il y a une autre personne, un autre colocataire de l'appartement dans lequel je vivais, qui m'a dit, Alfred, ma plus grosse erreur financière est d'avoir prêté 30 000 euros pour prendre une Mercedes que je regrette aujourd'hui. Mais il savait qu'il avait un SUV, on peut appeler ça un SUV Mercedes, etc. Une très belle voiture. Je crois que c'est 50 000 euros, hein, oui, à peu près. Pourquoi il a pris ces 50 000 euros de prêt? Parce qu'il voulait impressionner une fille. Et quand il me l'a dit, il parlait d'un prêt qu'il a fait il y a de cela 5 ou 6 ans qu'il a déjà terminé de rembourser. Il m'a raconté l'histoire en profondeur. C'est quoi? Il s'est mis en couple avec une fille qui gagnait un peu plus que lui. Et ce qui s'est passé, c'est que la fille avait une Mini Cooper. Et donc, la fille lui dit tout simplement, nous sommes ensemble aujourd'hui, tu vois mes amis, tu vois mon entourage, tu vois ma famille. Je n'ai pas envie qu'on me voit avec quelqu'un qui prend le bus,
qui a le pass Navigo, tout ça. Non. Je ne vais pas prendre quelqu'un qui prend tout le temps les taxis. Donc, il faut que tu te prennes une voiture et pas n'importe quelle voiture. Il faut que ta voiture déjà dépasse la mienne. Elle avait une Mini Cooper. Donc, lui s'est dit, OK, je vais aller prendre une Mercedes. Sauf qu'il a pris la Mercedes, la petite de la fille ne s'en est pas arrêtée là. Elle a dit, tu ne peux pas vivre dans un studio. À l'époque, il vivait dans un studio. Elle a dit, tu dois prendre un appartement. Et un appartement qui est plus grand que le mien. Donc, ce qu'il est parti faire, c'est qu'il est parti louer un appartement plus grand que l'appartement de cette fille-là. Elle a dit, quand on arrive dans ton appartement, il faut qu'il y ait une télé grandiose. Il faut que la cuisine soit comme ça, etc. Il a pris encore un prêt pour meubler l'appartement. Donc, ce qu'il s'est retrouvé, il s'est retrouvé avec 3 dettes. Il s'est endetté à près de 60 000 euros pour quelqu'un qui, quelques mois plus tard, s'est séparé de la personne parce qu'il ne pouvait plus tenir le niveau dans lequel cette fille-là voulait le placer. Vous voyez à quel point c'est toxique des fois les relations. Vous voyez à quel point des fois vous pouvez vous mettre avec quelqu'un et si vous n'avez pas assez confiance en vous pour dire à la personne, ok, moi je ne peux pas déroger sur ça, ça va être compliqué pour vous à l'avenir. Donc faites très attention. Les relations, ça peut être bien, mais ça peut aussi être très destructeur, comme on vient de le voir. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un, un jeune homme qui essaie de se construire, il se met en couple avec une fille. Je ne sais pas si c'était peut-être issu de famille aisée, et c'est peut-être pour ça qu'elle haussait autant les critères. Mais ce que je sais, c'est que quand on discutait, en fait, ça se voyait que le mec regrettait. Parce que au moment où on discutait, il était encore en train de rembourser les prêts. D'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est qu'il a revendu la voiture pour rembourser une partie du prêt. Donc, faites très attention aux relations dans lesquelles vous vous mettez. Faites tout pour ne pas prêter pour ces relations. Ça ne vaut pas la peine. Une fille qui vous demande de tout le temps dépenser, toujours dépenser pour garder une certaine image, c'est une fille qui ne comprend pas que vous êtes dans un moment de votre vie où vous devez vous sacrifier. Et si elle ne comprend pas ça, c'est que c'est tellement pas la bonne. Donc, vous allez la mettre de côté et travailler sur vous pour essayer d'en attirer d'autres ou draguer d'autres personnes qui vont comprendre ça. Mais n'essayez pas de vous mettre dans des standards que vous ne pouvez pas tenir sur le long terme. Parce que dans la vie de tous les jours, ceux qui gagnent, c'est ceux qui jouent à des jeux long terme. C'est ceux qui se font des amis avec qui ils se voient dans l'avenir long-termiste. Vous voyez, c'est toujours long terme, toujours. Alors, dette numéro 3 que vous ne devez jamais souscrire, c'est les dettes pour les voyages. Les dettes pour les voyages. Alors, vous avez très semblablement souvent rencontré des personnes. Déjà, il y a 2 types de personnes en ce qui concerne les voyages. Il y a des personnes qui vont voyager à l'improviste. Donc, ils vont prendre des dettes, comme moi je l'ai fait à un moment donné de ma vie. Ils vont voyager comme ça à l'improviste. Ils ne vont pas calculer ce que ça va les prendre à l'avance. Et ils vont prendre une dette. Ils vont prêter à un ami peut-être 500 000 euros. Ils vont prendre une dette comme ça pour voyager. Ils vont tout dilapider. Ils vont même encore dilapider ce qu'ils ont sur leur compte en banque. Peut-être même se trouver au rouge. Et par la suite, ils vont commencer à se démuner pour rembourser. Il y a un deuxième type de personnes. C'est qu'ils vont préparer un voyage à l'avance. Mais dans leur voyage, ils vont préparer une somme qu'ils n'ont pas, qu'ils vont quand même dépenser. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, OK, ils vont rentrer au pays. Ils vont se dire, mon billet d'avion va me coûter 1500 euros aller-retour. Là-bas, je vais prendre un appartement, je vais louer un Range Rover, je vais faire plein de cadeaux à ma famille. Tout ça, ça va me coûter 5000 euros. Il va prêter 5000 euros en plus pour financer tout le niveau de vie que je viens de vous dire là. C'est bizarre à entendre, mais c'est vrai. Il y a les gens qui le font ici. Moi, j'ai vu des personnes ici en France qui, quand ils sont arrivés, la fin de leur première année, qu'ils sont rentrés au pays, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est qu'ils ont souscrit un prêt étudiant. Et à la fin de l'année, quand ils sont arrivés au pays, en fait, ils ont cotisé une partie de leur argent avec lequel ils sont descendus. Et une partie du prêt étudiant que la banque les a donné, ils sont partis enjoy au pays avec. Ils sont arrivés au pays, ils ont pris un appartement, ils ont loué une Range Rover blanche, voilà. Ils ont mis les petites à l'intérieur, ils ont mis les amis à l'intérieur, ils sont allés en boîte, ils ont filmé, ils ont snappé, ils ont posté, ils ont enjoy. Et ils sont revenus à Paris et ils ont revu la réalité. Moi, je me rappelle, la personne en question, je vais taire le nom de la personne, mais quand il revient, il m'écrit Alfred, etc. S'il te plaît, est-ce que tu peux me dépanner 300 euros? Et tous les amis qu'on avait en commun, c'était la même chose. Alfred, est-ce que l'autre t'a demandé de l'argent? Oui. Moi aussi, m'a demandé. Est-ce que tu as demandé de l'argent? Oui. Vous voyez des fois à quel point certaines personnes pour garder. C'est très souvent une question d'image. Les gens veulent se vendre plus que ce qu'ils ne sont vraiment. Et pour cela,
ils sont prêts à faire certains niveaux de sacrifice. Vous savez, en ce qui concerne le prêt étudiant que je vous dis là, il y a l'histoire d'un entrepreneur dont je ne me rappelle pas réellement le nom, qui était parti auprès de différentes banques. Il avait pris un prêt pour ses études dans au moins 5 à 6 banques différentes. Et chaque prêt étudiant qu'il prenait, ce qu'il faisait, c'est qu'il achetait un studio avec et il le louait. Mais vous allez voir qu'un tocard, comme je viens de citer, comme je viens de donner l'exemple tout à l'heure, lui il va prendre son prêt étudiant pour aller enjoy au pays avec. Pour aller louer une Range Rover, pour aller louer un gros appartement de luxe dans une très belle ville du pays dans lequel il va résider. Donc, faites très attention. Les dettes pour les voyages, ça en sert strictement à rien. Encore que les destinations que vous visez aujourd'hui, ce seront les mêmes destinations demain. Rien ne va changer. Bali sera toujours Bali demain. Dubaï sera toujours Dubaï demain, même s'il y a la guerre aujourd'hui. LA sera toujours LA. Je ne sais pas si vous voulez aller au Zanzibar. Le Zanzibar sera toujours Zanzibar. Il y aura toujours des belles plages. Mais tout est une question de plaisir différé. Accepter de canaliser aujourd'hui, de garder aujourd'hui, d'économiser aujourd'hui, même si je n'aime pas trop le mot économiser, j'aime plus le mot investir aujourd'hui, pour demain profiter. Et profiter fois 10. Pas cette petite phase où on profite et quelques mois plus tard, on se retrouve à regretter et le moment agréable qu'on a passé devient le pire moment de notre vie. Alors, dette numéro 4 que vous devez absolument éviter, ça, je m'adresse surtout aux Congolais, c'est dette pour les vêtements, les sacs, les chaussures de marque, les vestes et tout ce qui est accessoires de mode, accessoires vestimentaires. Vous voyez un peu? Je parle vraiment de l'histoire d'un Congolais. Pourquoi? Parce que lors de mon premier job, quand j'étais en France, quand je suis arrivé en France, c'était en tant qu'enquêteur à la RATP. Donc j'enquêtais dans les trains et j'avais un collègue qui était congolais. Il a intégré notre équipe un mois plus tard à peu près. Et pendant le travail, on s'est noué de familiarité. Je voyais souvent des articles de mode qu'il portait. J'appréciais vraiment son style vestimentaire. Et il était souvent, voilà, il était souvent vraiment, comme on dit chez nous, tokos, c'est-à-dire qu'il s'habillait très 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 bien et ça se voyait. Il était vraiment toujours cintré, vraiment, il avait toujours de belles montres, des montres que je ne connaissais pas vraiment les marques de montres. Moi, je ne connais pas les marques de montres, mais lui, il connaissait toutes les marques de montres, etc. Et pendant nos heures de pause, voilà, ça arrivait que des fois, il me montre sur quelques sites les montres qu'il veut acheter. Il y avait une montre en particulier qui coûtait 1099 euros, près de 2000 euros. Et donc, à la fin du mois, il vient me voir en me disant, bah Alfred, est-ce que tu pourrais me prêter 500 euros? Comme tu vois la montre voilà, dont je t'ai parlé récemment, j'ai envie de l'acheter, mais je n'ai pas la totalité de la somme. Ok. Donc, il vient me prêter 500 euros. Moi, je savais déjà que j'allais dire non. Donc, parce que moi, je ne prête pas pour des choses comme ça. Donc, il part voir un autre de nos collègues qui était toujours dans la même équipe que nous. Il demande un prêt. Mais vous savez, quand vous êtes en France et que vous êtes étudiant dans un groupe d'étudiants, tout le monde a besoin de tout l'argent qu'il gagne. Donc, c'est difficile de voir un étudiant qui doit payer sa scolarité avec son job étudiant, payer son loyer avec son job étudiant, qui va vous prêter 500 euros. C'est compliqué. Mais je ne sais pas comment il a réussi à prêter quand même à une des personnes de notre groupe qui lui a prêté 500 euros. Et après, par la suite, je ne peux pas vous dire le niveau de galère que c'était pour remettre les 500 euros. Le gars inventait des trucs, le gars venait maintenant un peu des fois en retard, ce qui a fait que par la suite, il perd le travail. Bref, ça a amené à certaines conséquences bizarres. On le voyait mal, on n'avait plus confiance en lui, on voulait vraiment le parler. Moi, je parle des autres. Moi, personnellement, bon, vu qu'il ne m'a pas prêté et que moi, je n'ai aucun problème avec ça, voilà, c'était la responsabilité de la personne qui l'a prêté. Donc, moi, je continuais toujours à discuter avec lui. Mais il y avait un climat de gêne autour de sa personne qui s'était créé. Tout simplement parce qu'il avait pris de l'argent de quelqu'un et il ne remboursait pas. Et ça nous amène à quelque chose, c'est que ne prêtez jamais l'argent que vous savez que vous ne pouvez pas rembourser. Vraiment. C'est-à-dire que premièrement, c'est une dette qui vous fait perdre en crédibilité. Pourquoi je vous dis ça? Toutes les personnes qui étaient là dans l'équipe aujourd'hui, ou en tout cas demain, dans 10 ans, 20 ans, dans 20 ans, s'ils ont une opportunité et qu'ils savent que c'est telle personne qui va bénéficier de l'opportunité, ils peuvent refuser à cette personne-là. Parce qu'ils savent que, ok, il y a de cela 10 ans, on lui a prêté 500 euros, il n'a pas remis. Demain, si on lui confie un projet, qu'est-ce qu'il dit qu'il va remettre à temps? Qu'est-ce qu'il dit qu'il est quelqu'un de confiance? Est-ce que vous voyez?
C'est pas juste une question de aujourd'hui, non. C'est une question d'image de mauvaise image que vous avez donnée de vous aujourd'hui, que vous allez, en fait, vous allez bénéficier de cette mauvaise image-là à l'avenir. Il faut bien le savoir. C'est-à-dire, quand il dit que vous allez bénéficier, c'est-à-dire que vous allez payer les frais. C'est que ça ne s'oublie pas. Surtout les mauvaises actions. Vous pouvez faire 100 000 bonnes actions, mais le jour où vous allez faire une petite erreur, les gens vont toujours vous rappeler de ça. Toujours. C'est Warren Buffett qui disait, il faut 50 ans pour se créer une bonne réputation. Mais il ne suffit juste que de 5 secondes pour détruire toute la réputation qui a été créée pendant 50 ans. Alors, dette numéro 5 que vous devez absolument éviter, c'est les dettes pour impressionner les amis. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, tout récemment, au début de la Coupe du Monde, lors du match d'ouverture, j'avais prêté un ordinateur à un pote et je devais aller le récupérer. Et il savait que c'était le jour du match d'ouverture de la Coupe du Monde. Je me rappelle, je crois qu'il y avait un pays africain qui jouait contre un pays européen, si je ne me trompe pas. Donc si je ne me trompe pas, le match c'était Afrique du Sud contre Mexique. Et donc j'arrive, je vois le match, en fait, je remarque que mon ami a une nouvelle télé. Il a une énorme nouvelle télé qu'il vient d'acheter. Et je lui demande, frérot, pourquoi est-ce que tu as acheté la nouvelle télé? Il était avec sa copine. En fait, c'est sa copine qui lui a mis la pression comme quoi, comme la Coupe du Monde a commencé et qu'on va recevoir beaucoup plus de personnes à la maison, ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter une plus belle télé, tu vas acheter de meilleurs rideaux, etc. Ils ont fait tout, ils ont refait la décoration. Juste pour la Coupe du Monde parce qu'ils allaient recevoir plus de personnes. D'où le fait de ne pas prêter pour impressionner les gens. S'il vous plaît, faites très attention. Je vous parle de quelqu'un qui est parti prendre de l'argent pour s'acheter une nouvelle télé. Je ne sais pas combien la télé a coûté, mais je pense que ça a coûté plus de 600 euros à peu près. Je pense que la nouvelle déco qu'il a faite, au total, ça a coûté plus de 1200 euros. Donc quelqu'un est parti prendre de l'argent juste parce qu'il voulait mettre ses amis dans un bon cadre. C'est-à-dire qu'il estimait que le cadre dans lequel il était, je vous parle de quelqu'un qui avait plutôt un beau appartement. Hein. Lui et sa copine, vu qu'ils vivent ensemble, ils avaient plutôt un beau appartement, un bel appartement, avec une belle télé. Mais lui, sa copine a trouvé que non, on va recevoir les gens ici, il nous faut une meilleure télé, il nous faut un meilleur canapé, il nous faut un meilleur ceci, il nous faut un meilleur cela. Et pour cela, qu'est-ce qui se passe? Comme on n'a pas l'argent, on n'a pas les sous maintenant directement, on va aller prêter. On va prêter, on va acheter un nouvel écran. Et ça fait plaisir parce que les amis viennent, on dit waouh, la nouvelle télé, waouh, le nouveau canapé, waouh, le nouveau rideau, waouh, peut-être la nouvelle peinture. Ah, c'est incroyable, c'est beau. Prenons une photo, tout ceci. On snap, oh, la nouvelle télé, oh, nanani. On met sur Snap, on met sur, je ne sais pas, quelle application, Instagram, on met sur, je ne sais pas, les applications des jeunes là. Snap, Instagram, tout ça. TikTok. Et voilà, on sent qu'on a le pouvoir. On sent que, ok, on maîtrise la situation. Sauf qu'en fait, on ne maîtrise rien. Ce qui se passe, c'est qu'on va se mettre dans un gouffre financier qu'on va devoir rembourser. Et en fait, si on regarde bien, toutes les dépenses qu'on a faites pour impressionner les gens ne servent strictement à rien. Vous savez, le pire dans ça, le pire dans ce type de faux spectacle, c'est que quand vous assistez à ça, vous vous rendez compte à quel point certaines personnes vont mobiliser de l'argent pour impressionner des personnes qui n'en ont rien à foutre d'eux. C'est-à-dire que demain, ça peut arriver que vous avez même des problèmes. Et que ces personnes-là qui sont venues snapper votre nouveau salon que vous venez de totalement retaper avec votre nouvelle belle télé incuvée, tout ce que vous voulez. En fait, dans quelques mois, quand vous avez des vrais soucis, ils n'en ont rien à foutre de vous, tout simplement. Alors, sixième dette que vous devez absolument éviter, c'est la dette pour les voitures. Que ce soit les voitures électriques ou voitures thermiques. Franchement, je vous ai raconté l'histoire d'un de mes anciens colocataires qui s'est endetté à plus de 30 000 euros pour s'acheter un SUV Mercedes. Je vais vous expliquer comment il a fini. Je vais vous expliquer à quel point les regrets se voient dans son regard. Quelqu'un qui regrette des années plus tard. On parle de 5 ans plus tard. Donc, franchement, la voiture, c'est un très mauvais plan. La voiture. C'est-à-dire s'endetter pour la voiture. Et c'est pourquoi, déjà, vous devez comprendre une chose. C'est que vous achetez la voiture à neuf, ou que vous achetez la voiture en occasion c'est encore plus pire parce que vous allez passer votre temps chez le mécanicien. Parce que le moteur chauffe. Parce que l'embrayage est gâté aujourd'hui. Parce qu'il y a ceci, il y a cela. Moi, je connais très bien l'affaire de la voiture parce que mes parents, j'ai grandi avec des parents qui avaient constamment l'automobile. Donc, mon papa, par exemple, c'est aujourd'hui que je me rends compte que c'est une habitude de pauvre. Mon papa, ce qu'il avait fait, c'est quoi? C'est qu'il avait pris une voiture
Vous savez, les entreprises, des fois, ils mettent des véhicules en liquidation. Donc, mon papa, il a décidé de prendre une voiture, une automobile de son entreprise en liquidation. Mais le problème, c'est que cette automobile-là, tous les week-ends, mon papa, il se retrouve où? Il se retrouve au garage pour arranger la voiture. Il y a tout le temps une petite panne. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec le temps, j'ai commencé à m'informer sur l'argent et je me suis rendu compte que c'est une habitude de pauvre. Vous savez, dans la vie, il n'y a rien de plus important que le temps. Et si votre voiture vous fait perdre trop de temps, supprimez la voiture. Commencez à prendre le taxi si vous vous rendez compte qu'en réalité, le taxi vous permet d'aller plus vite. Parce que beaucoup de personnes vont se dire, ok, je vais économiser sur le taxi en ayant ma propre voiture. Mais ils ne vont pas voir tout le temps qui passe chez le mécanicien. Ils ne vont pas voir toute l'énergie que ça leur prend mentalement. Surtout, peut-être qu'ils ne voient pas encore où est-ce qu'ils doivent placer cette énergie-là pour que ça soit rentable pour eux. Parce que ça aussi, c'est très important. Parce que la voiture que vous voyez, la voiture que vous prenez, surtout ceux qui vont prendre les voitures en occasion. Moi, je parle surtout aux jeunes qui vont prendre les voitures en occasion. Sachez que ça peut être un gouffre financier énormissime. Être tout le temps chez le mécanicien, ce n'est pas une vie. Franchement, être tout le temps chez le mécanicien à vouloir réparer la voiture parce qu'il y a tel problème aujourd'hui, tel problème demain. Et les problèmes ne finissent jamais. Et les problèmes, plus la voiture vieillit, plus les problèmes coûtent de plus en plus cher. Plus la voiture consomme de plus en plus de carburant. Donc, franchement, faites très attention. On dit souvent que lorsque vous achetez une voiture qui a 3 ans d'ancienneté, vous l'achetez à moitié pour cent de sa valeur. C'est-à-dire que si vous achetez une Toyota qui de base coûte 50 000 euros, 3 ans plus tard sur le marché du resell, ça va coûter 25 000 euros. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est toutes les heures que vous allez passer chez le mécano. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Parce que des fois, vous allez rater des rendez-vous parce que votre voiture s'est totalement arrêtée en route. Peut-être que vous regardez cette vidéo, peut-être que ça vous est arrivé. Donc, franchement, les dettes pour la voiture, ne faites pas ça. Pour moi, c'est très simple. La voiture est d'abord un outil qui va nous permettre de gagner du temps. Si la voiture ne vous permet pas de gagner du temps, mettez ça de côté. Alors, dette numéro 7 à absolument éviter, c'est les dettes pour les téléphones portables. Je m'adresse surtout ici à toutes ces personnes-là qui sont fanatiques de la marque Apple et qui, chaque fois qu'un nouveau téléphone Apple sort, ils ont la pression de l'entourage qui leur dit il faut que tu achètes l'iPhone 18, il faut que tu achètes l'iPhone 18. Je parle d'iPhone 18 parce que bientôt ça va sortir. Et quand vous allez commencer à voir vos entourages, les membres de votre entourage qui se sont endettés pour le nouveau téléphone à la mode, et peut-être que vous qui voyez ça, vous ne vous êtes pas encore rendu compte, mais la majorité des personnes que vous voyez avec les téléphones là, c'est des personnes qui s'endettent pour ça. C'est-à-dire quoi? Ils vont aller dans des paiements en 12 fois, des paiements en 24 mois, pardon. Et le danger avec ça, c'est que premièrement, tu payes plus. Et deuxièmement, la compagnie par laquelle tu paies ça, non seulement te fait payer plus, mais te fait encore payer plus en commission. Ça, tu ne t'en rends pas encore compte parce que tu ne fais pas le calcul sur le long terme. Mais tu vas voir que sur le court terme, peut-être que l'iPhone te coûte directement d'un coup, mais c'est beaucoup moins cher. Vous savez, il y a une règle en finance personnelle qui dit si vous n'avez pas les moyens de vous acheter ça maintenant, c'est que ce n'est pas de votre niveau. Laissez. Mais vraiment, c'est que ce n'est pas de votre niveau. Si le grand Jay-Z le dit, c'est que c'est vraiment pas votre niveau. Donc de grâce, dès à présent, arrêtez de souscrire à des prêts pour le téléphone. Encore que quand vous passez d'un modèle 2017 à un modèle 2018, mon ami, qu'est-ce qui a changé? C'est la caméra qui a changé. Je peux comprendre encore les personnes qui passent de l'iPhone 13, l'iPhone 12 Pro à l'iPhone 17. Je comprends. Mais toi, tu as l'iPhone 16, tu veux passer à l'iPhone 18. Où est le problème? Ton téléphone a quoi? C'est cassé? Non. C'est fissuré? Non. La batterie est encore là? Oui. Ça peut encore filmer? Oui. Ça peut appeler? Oui. Ça peut répondre aux messages? Oui. Ça peut écrire un mail? Oui. Ça peut écouter la musique? Oui. Mais comme ça ne te permet pas de gagner le statut social du nouveau iPhone 18, tu vas dire ce téléphone ne sert plus à rien. Il faut vraiment revoir quelle est la place du téléphone dans votre vie. Est-ce que votre téléphone, c'est un outil qui vous permet d'accéder à un certain statut social, de bénéficier d'un certain statut social? Si là vous le faites, c'est que c'est un investissement. C'est différent. Si dans votre vie, chaque fois que vous achetez un nouvel iPhone, c'est pour montrer un certain signalement dans les personnes de votre entourage, là c'est un investissement. Mais si vous le faites juste comme ça, juste parce que votre ami l'a fait aussi, là c'est plus un investissement pour vous. Là vous êtes un idiot qui tombait dans
un cercle vicieux où tous les ans, vous allez vous endetter. Tous les ans, 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 pour rien du tout. Alors, dette numéro 8 que vous devez absolument éviter, c'est les dettes pour les mariages et ou la dot. Je mets ça dans le même panier. La dette pour le mariage et la dot. Là, je veux vraiment m'adresser aux femmes, aux filles. Bon, aux femmes. Si vous voulez déjà vous marier, c'est que vous êtes déjà une femme. On passe de mademoiselle à femme, à madame. Ok. Le problème avec les femmes, des fois, c'est qu'ils vont faire quoi? C'est qu'ils vont mettre la pression. Pour eux, le mariage ou la dot, ça doit être le moment le plus beau de leur vie. Le plus beau moment de leur vie. Et ça va passer par quoi? Par un mariage qui coûte cher. Il va falloir dépenser, il va falloir planifier, etc. Et ça va sortir de la poche de qui majoritairement? De vous l'homme. Vous allez vous tuer au travail comme un macho. Travailler comme un fou. Etc. Pour une femme qui peut-être même va divorcer. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Peut-être que vous organisez une dot qui va vous coûter 40, 50 000 euros. Et donc vous allez faire un prêt. Beaucoup de personnes font des prêts pour le mariage. Peut-être que vous n'êtes pas dans une situation où vous allez vous marier peut-être. Mais ceux qui sont déjà mariés, déjà le savent. Ceux qui ont des amis qui sont mariés, le savent. Ceux qui sont déjà retrouvés dans ce type de situation, le savent. Ceux qui l'ont vu, comme moi, le savent. Il y a des personnes qui s'endettent pour se marier. Et pas petite dette, hein. 20 000, 30 000, 40 000 pour se marier, pour passer le bon moment de leur vie. Acheter la bague, la lune de miel, bien sûr, l'hôtel, toute la cérémonie qu'il y aura autour, les vestes, habiller ceci, habiller cela, le one-man show, tout. Et donc tout ça, bien sûr, ça a un coût. La fête doit être grandiose. Et donc pour une fête grandiose, il faut de l'argent. Et si on n'en a pas de nous-mêmes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prêter. Donc on va s'endetter 30 000 euros, 40 000, 50 000 pour organiser une fête. Une fête dont je vous rappelle, vous savez, le succès de la fête du mariage ne garantit pas que le mariage va bien se passer. Gardez tout ça à l'esprit quand vous vous mariez. Dites-vous que, ok, quelle que soit la qualité de la fête qu'on va vivre là, ça ne garantit pas que le mariage que vous allez vivre là va bien se passer. Non, 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 non. Vous pouvez faire la meilleure fête du monde, ça passe dans tous les médias possibles. Après, dans le mariage même, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous vous réveillez un matin, vous vous dites, mais attends, est-ce que ça en valait la peine? Pourtant, vous vous réveillez devant votre femme que vous avez épousée. Un mariage qui vous a coûté 40 000 euros. Vous vous dites un jour, mais est-ce que ça en vaut la peine? Vous avez fêté ici en Europe, vous avez fêté au Cameroun, vous avez fêté au villa, vous avez fait les mariages dans tous les endroits possibles du monde. Vous avez fait à la mairie, vous avez fait encore à l'église. Ce poste de dépenses là, c'est un blague encore, peut-être qui sont encore arrivés ici. Mais moi, j'ai vu. C'est-à-dire que j'ai vu chez plusieurs personnes que ça, ce n'est pas petit. Parce que la femme avec qui vous allez vivre, elle va vous mettre la pression pour ça. Et vous devez être prêt à l'avance pour dire que, mamie, voici mon budget. Si ça se dépasse, on ne se marie pas maintenant. On repousse dans 5 ans, quand j'aurai le budget que tu veux. Ça doit être ça votre mindset. Ça doit pas être que, non, ma mère me met la pression, chérie, quand on se marie. Si tu vois, donc, si tu n'as pas maintenant, ok, je comprends. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir t'endetter, tu vas prendre 30 000 en plus, tu vas mettre sur les 20 000 que tu as déjà, et on va partir se marier. Mon gars, pardon, dis non. Elle ne veut pas. Elle passe de côté. Là, tu ne vas pas mourir demain. La vie est longue. Et même si tu meurs demain, il n'y a plus à regretter. Parce que ce qui est bien avec la mort, c'est que quand tu es mort, il n'y a plus rien à regretter. Tu ne peux pas regretter quand tu es mort. Donc, ce que les gens disent que j'ai fait aujourd'hui pour ne avoir aucun regret. Quand tu meurs, il y a quel regret? C'est les gens peut-être qui sont restés en vie qui vont regretter. Mais toi qui es mort, tu n'as aucun regret. Donc, pardon. Pour le mariage, là, il faut vraiment planifier. Il faut toujours te dire, est-ce que c'est à mon niveau? Si ce n'est pas à ton niveau, repousse. Repousse. Peut-être que demain, ce sera à ton niveau. Après toi, tu sais, vous savez, pardon, ça peut être une source de motivation pour vous permettre de plus travailler. Vous pouvez travailler encore plus, charbonner encore plus, pour gagner plus d'argent dans la vie de tous les jours, pour pouvoir vous organiser un meilleur mariage. Ça peut être une source de motivation. Mais il ne faut pas toujours voir les choses de la mauvaise façon. On est d'accord? Donc,
Mais ne vous endetez pas pour ça. Ça ne vaut vraiment, vraiment pas la peine. Une fille qui vous aime peut se marier même dans la voiture. Il n'y aura aucun problème avec ça. Mais vraiment, ça dit que, bon, peut-être que la famille derrière va mettre la pression, mais comment ça dans la voiture, etc. Mais si elle est vraiment là, elle ne peut pas dire que non, parce que c'est seulement 20 millions, on ne peut pas voir comment on peut faire avec. Non. Si c'est obligatoire qu'on le fasse maintenant, avec les ressources que vous avez maintenant, elle va s'adapter. Et elle va mettre pour elle. Ça, c'est aussi important. Parce que la famille ne peut pas seulement consommer, consommer, consommer. Non, 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 mon argent, non. C'est ton mariage aussi à toi, c'est pas seulement mon mariage à moi. Même si très souvent dans la culture africaine, on veut souvent que c'est l'homme qui prenne tout en charge. Sauf qu'on ne vit plus dans un monde comme avant. Les temps ont changé. Aujourd'hui, on vit dans un monde où très souvent dans la majorité des couples, c'est même des fois 50-50. Voyez? Donc, il faut commencer à tout repenser et ne penser qu'on est la pierre angulaire de la famille en matière de finances. Non. Aujourd'hui, on tend plus vers du 60-70% et la femme 30%. On tend plus vers là. Parce que des fois, il y a beaucoup de ménages aujourd'hui où les femmes gagnent même plus que les hommes. Il y en a de plus en plus. De plus en plus. Et ça sera à l'avenir de plus en plus comme ça. Il y aura de plus en plus de ménages où les femmes gagneront plus que les hommes. Alors, dette numéro 9 à ne surtout pas contracter, c'est les dettes pour lancer le business. Pardon, s'il vous plaît. Ici, là, faites très attention. Un business de base n'a pas besoin de 10 000 euros pour commencer. Non, vous pouvez commencer petit. Vous pouvez toujours voir votre business en micro. Comment on peut commencer de la façon la plus micro possible pour arriver à un niveau macro. Mais vous devez commencer d'abord à avoir la vision micro. C'est pour ça que moi, je suis de ceux qui préconisent toujours qu'on doit commencer un business à fond propre. Au début, là, je pense que personne ne doit vous aider. Personne. Même les startups qu'on finance à un moment donné, c'est parce qu'ils ont un certain niveau de croissance. Ils sont à un certain niveau où pour arriver à un certain niveau, un certain step, il faut qu'on injecte plus de capital. Mais ça va commencer très souvent dans une chambre avec un ordinateur. Et une forte conviction et une forte force de travail. Pas plus. Des fois, vous avez juste besoin d'une connexion d'un ordinateur et voilà, un peu d'eau, un peu de pâte. Vous devez savoir que quand vous commencez un projet, c'est le fondateur de Airbnb qui disait ça. Vous devez être prêt à manger les pâtes pendant 1 an, non-stop. Parce qu'au début, vous n'aurez pas l'argent, vous n'aurez pas les moyens de vous offrir plus. Voyez? Donc, en fait, c'est une façon de dire que vous devez comprendre que vous allez voir, comme on dit chez nous. Quand on dit que vous allez voir, c'est que vous allez souffrir. Vous allez passer par des moments de douleur. Mais vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup de capital au départ. Donc, quelqu'un qui vient vous voir en vous disant, mon ami, j'ai besoin de 10 000 euros pour lancer mon projet, non. Faites-lui comprendre que comment est-ce que tu peux commencer avec l'argent que toi tu as déjà. Comment est-ce que tu peux commencer avec les 100 euros que tu as maintenant, 200 euros que tu as maintenant. Et si tu n'as pas les 200 euros, où est-ce que tu peux trouver 200 euros? Comment est-ce que tu peux travailler pour avoir les 200 euros là et les investir dans ton projet et commencer? C'est comme ça. Pas que quelqu'un va venir de nulle part, on va lui donner 10 000 euros comme ça. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. À part si vous êtes le fils de quelqu'un qui gagne déjà 10 millions par an, etc., qui peut faire ça. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Dans la vraie vie, vous commencez petit, vous gravissez les échelons, et si vous arrivez à un certain niveau, on vous finance pour que vous passez, vous faites du x10, du x100, du x1000. Mais sinon, avant ça, vous devez pouvoir commencer petit avec vos propres moyens. C'est très important. Du coup, dette numéro 10, ne prêtez jamais pour avoir un enfant. C'est-à-dire que, en prévision au fait que vous savez que vous aurez un enfant, vous prenez une dette. Parce que vous savez que vous n'avez pas les moyens d'acheter, de couvrir la layette, d'acheter le nouveau lit, d'aménager la nouvelle chambre, etc. Si vous savez que vous ne pouvez pas tenir un enfant, mieux vaut ne même pas en faire. Vous savez, beaucoup de personnes, des fois, se trompent sur... C'est-à-dire que j'ai été un enfant. J'ai vécu, j'ai grandi avec des enfants où leurs parents n'avaient pas vraiment beaucoup de succès dans la vie, surtout financier. Donc, ils vivaient plutôt le jour le jour. Et vous savez comment les enfants des personnes, on peut dire pauvres, pensent? Ils vont tout rejeter sur la faute de leurs parents. C'est pourquoi, moi, je pense même que quand vous êtes pauvre, ne faites pas d'enfants. Sérieusement, travaillez d'abord, ensuite faites des enfants. Faites des enfants que vous pouvez, vous savez que vous pouvez tenir. N'allez pas faire des prêts. Ensuite, ça devient encore compliqué à rembourser. C'est-à-dire que vous vous mettez encore une grosse pièce sur la tête.
pour résoudre un problème qui sera dans 6 mois. Pourtant, dans 2 ans, vous aurez un problème qui est encore beaucoup plus vaste. Vous voyez? Et c'est cet enfant-là qui va payer les pots cassés. Parce qu'il ne pourra pas aller à l'école, il va devenir certainement un fumeur, un bandit. Bref, il n'aura pas d'éducation de qualité. Il n'aura rien pour lui, rien. Aucun cadre, rien du tout. Parce que dans le monde dans lequel on vit, pour s'instruire, pour s'éduquer, pour avoir accès aux meilleures personnes, aux meilleures mentalités, il faut l'argent. Il faut un minimum d'argent. Il faut un minimum d'argent pour avoir un ordinateur. Il faut un minimum d'argent pour avoir la connexion tous les mois, pour bien s'informer, pour sélectionner ses sources. Il faut rencontrer, il faut un minimum d'argent pour s'acheter des livres tous les mois. Il faut un minimum d'argent. Si vous n'en avez pas tout ça, d'où va venir votre culture? Vous voyez? Donc, mais vraiment, les enfants là, si vous n'avez pas l'argent, ne faites pas ça. Vous savez, il y a une statistique qui dit qu'un enfant coûte 150 000 par an. 150 000 dollars par an. Un enfant qui est bien nourri, bien logé, bien éduqué, tout ça, ça coûte 150 000 dollars par an. Et plus on grandit, plus ça monte. Plus ça monte. Est-ce que vous avez 150 000 dollars maintenant? Est-ce que vous avez... Posez-vous la question. Est-ce que vous avez? Est-ce que vous envisagez dépenser autant sur un enfant? Parce que des personnes vont dire non, c'est trop. 150 000, ah non, c'est trop. Faites très attention. Mais vraiment très très attention. C'est que vous sous-estimez ce que l'éducation d'un enfant demande. Là, on vous parle des personnes qui très souvent finissent dans une bonne position sociale dans la vie. Ainsi, combien on investit sur eux par an? 150 000. Vous investissez combien sur vos enfants? Vous économisez pour vous-même, je ne sais, aller où faire, vous offrir tel plaisir. Un enfant, quand on met un enfant, moi je pense sincèrement qu'on se sacrifie pour ça. Parce que l'enfant, vous pouvez aussi considérer un enfant comme un investissement, hein, c'est totalement louable. Mais vous devez comprendre que c'est un gros sacrifice, ça nécessite du temps. Et si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à l'enfant, mettez de l'argent. Parce que l'argent que vous allez mettre va permettre à ce que d'autres personnes de qualité mettent du temps dans vos enfants. C'est parce que vous avez beaucoup d'argent que vous pouvez engager les meilleurs répétiteurs pour vos enfants. C'est parce que vous avez assez d'argent que vous pouvez faire en sorte que vos enfants côtoient des endroits qui vont éveiller leurs esprits. Parce que les pauvres, c'est quoi? C'est que l'enfant ne sort jamais, il est tout le temps à la maison, il ne voit jamais des choses différentes, il ne voit jamais, tout ça. C'est ça. Donc quand on dit 150 000 là, c'est un packaging qui regroupe tout ça. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura permis de comprendre que, en tout cas, quelles sont les situations. Je vais vous présenter 10 situations dans lesquelles vous ne devez jamais vous endetter. C'est que si vous vous endettez dans ces situations-là, c'est que vous n'avez seulement pas les moyens. Et si vous n'avez pas les moyens, vous avez deux solutions. Soit vous ne faites pas, soit vous repoussez, tout simplement. Vous vous dites, ok, aujourd'hui je n'ai pas les moyens. Demain, quand j'aurai les moyens, je pourrai faire. Par exemple, les enfants. Vous pouvez vous abstenir de coucher avec votre partenaire. Vous dites, ok, on n'a pas d'enfants maintenant. On aura les enfants dans 3-4 ans. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué dans ça. Mais parce que vous savez que dans 4, dans 5 ans, dans votre planification, vous savez que vous aurez les ressources nécessaires qui vont permettre en sorte que l'enfant que j'aurai à ce moment donné là s'en sorte dans la vie. Vous voyez? C'est que l'enfant naît, vous êtes déjà sûr que, ok, il sera quelqu'un. Parce que vous avez travaillé pour. Vous voyez? Il y a plus de chances que quand vous avez cet état d'esprit là, l'enfant devient quelque chose que vous faites aussi l'enfant comme ça, vous dites, ok, on a déjà quand même un peu d'argent de côté, il va s'en sortir. Si vous partez dans ça, ah non, c'est tragique. Donc, sur ce, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Laissez un pouce bleu parce que ça aide à l'algorithme à mieux me référencer. Donc, à mieux me référencer les vidéos que vous regardez actuellement. Et donc, à trouver d'autres personnes, à aider d'autres personnes, à apporter de la valeur à d'autres personnes. Sur ce, c'était Alfred. Ciao.